So now we move on to the next presentation. We welcome Mr. Ashraf from Ernst & Young, who will be talking about other challenges. Yeah, you see that our industry is filled with plenty of challenges. So the presentation will be then in French. So for the translation, you have the how to call that, the ear headphones. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Ashraf Mazoun. Je suis senior manager à EY. J'ai 8 ans. Voilà. Ok, j'ai une expérience de 8 ans dans l'implémentation et la mise en place des solutions des infrastructures IT, notamment des solutions du data center, du stockage, serveur, virtualisation, backup, etc. Ainsi que 5 ans dans le monde du conseil, notamment des sujets de stratégie IT, de stratégie de continuité d'activité et du cloud computing. Donc, durant ces 12 ans, j'ai participé à plusieurs projets en Afrique, notamment en Afrique francophone, avec des clients du secteur public, privé, télécommunications et public, voilà. Et aujourd'hui, donc, je compte partager mon retour d'expérience par rapport à ces projets. Donc, quelques exemples de bad stories qui ont subi quelques clients qui sont potentiels, notamment Google qui a subi un incident de séparation des données de plus de 600 000 utilisateurs pour un fonds de 125 billion dollars. Delta Airlines qui a eu un incident majeur au niveau de son data center suite à un arrêt du power, et donc il a perdu à peu près 150 millions de dollars sous forme de vouchers et refunds pour ses clients. Un autre exemple public, donc la municipalité de Johannesburg qui a subi une attaque cybersécurité, et le hacker, il a pu avoir contrôle sur tous les systèmes de la municipalité. Et enfin, OVH Cloud, qui suite au fameux incident de son data center, elle a payé presque 250 000 euros à 2 clients, vu qu'ils ont perdu leur data. Donc, les données de production et de backup ont été sauvegardées sur le même data center. Donc, l'idée de ces exemples est de passer le message et d'insister que un disaster recovery plan, c'est plus une option, c'est vraiment une nécessité. Donc, le disaster recovery, donc un site de secours informatique, il permet d'assurer la continuité des activités, de minimiser le temps d'arrêt en cas d'incident majeur et d'assurer la protection des données. C'est donc d'avoir 2 copies de données sur plusieurs sites distants. Elle permet également d'assurer la réputation des sociétés et d'avoir la confiance de leurs clients, de minimiser les losses financières et enfin d'être compétitif. Mais afin de mettre en place un site de secours opérationnel et robuste, on est face à plusieurs challenges comme la compliance, le cadre réglementaire de certains pays, la dépendance à certaines applications ou infrastructures, les RTO et RPO. Donc les RTO, c'est le temps nécessaire pour rétablir la production après un incident majeur, et le RPO, c'est le temps de réplication des données. Le cost des data centers de secours, là c'est le grand sujet. Les problèmes de connexion et de bandwidth, les problèmes de scalabilité et flexibilité avec les besoins des clients, et enfin les technical skills et la dépendance envers les fournisseurs. Donc, un disaster recovery plan est composé de plusieurs composants. Donc, on a les procédures qui doivent être bien formalisées, l'équipe qui est personnelle, les sites de secours, les systèmes technologiques, les opérations de test qui doivent être périodiques pour tester que les données sont bien intègres, et le goal ou bien le but, c'est l'RTO et RPO bien défini. Donc, lors de cette présentation, on va s'intéresser au recovery site. Là, on a 3 modèles qu'on va les présenter. Le modèle on-premise, c'est d'avoir un data center dédié
Le modèle 2, c'est Third Party Data Center Recovery Site, c'est de la colocation. Et enfin, le Cloud-Based Recovery Site. Donc, pour le premier modèle, On-Premise Data Center Recovery Site, donc c'est un modèle dans lequel le client il a deux data centers, un data center de production et un data center de secours. Donc, le data center de secours, il doit être distant. Donc, parmi les bénéfices, on a un full control. Donc, le client, il a un contrôle sur ses systèmes et ses données. Il a une performance garantie. Les solutions sont customisables. Donc, parfois, on a des systèmes qui exigent des spécifications techniques bien détaillées, RAM, CPU, etc. Et la compliance, donc les données sont bien protégées, sont bien hostées au niveau du data center du client. Par contre, on a quelques challenges comme le cost. Donc, c'est le higher cost par rapport aux autres modèles. La complexité des équipements, donc on a plusieurs sites avec plusieurs équipements. Donc, il faut toute une équipe pour gérer ces équipements. Et enfin, la flexibilité et la scalabilité. Donc, à chaque fois, on a un nouveau besoin, il faut acheter du matériel, du CPU, mémoire, etc. Donc, comme use case, on a deux clients. Le premier, c'est un holding ayant 10 banques en Afrique dans la zone UEMOA. Il a une large équipe IT et plusieurs data centers sur 8 pays. Donc, la proposition était d'avoir 2 data centers, un data center de production et un data center d'été de secours. Le deuxième use case, c'est une entité gouvernementale donc qui est responsable de gérer les données biométriques. Et donc, la recommandation était d'avoir un deuxième data center sous forme de conteneur qui a été installé au niveau d'une base militaire. Donc, le deuxième modèle, c'est pratiquement comme le premier modèle, juste que le site de secours, il est pas propriétaire par le client. Donc, il loue une partie du data center au niveau du third party et il héberge ses applications au niveau de ce data center. Donc, pour ce modèle, donc, il est moins coûteux que le premier modèle. En termes de scalabilité, donc selon le contrat et à la demande, ils peuvent avoir plus de ressources. Il a accès à plus d'expertise technique du fournisseur du cloud, du data center, et avoir moins de responsabilités sur certains aspects. Donc, en termes de challenge, donc les clients ils sont toujours dépendants du provider. Il a moins de contrôle vu qu'il n'a pas accès à tout le matériel du third party. Et enfin, il dépend des SLA du provider. Donc, comme use case, donc une entité publique qui a un système qui est très critique. Donc, elle a son propre data center. Elle a loué une partie dans le data center national du pays afin d'héberger son site de secours. Le troisième modèle, c'est d'avoir le site de secours au niveau du cloud. Donc, la production, elle peut être au niveau d'un data center ou bien dans le cloud computing. Et le site de secours, c'est au niveau du cloud computing. Donc, comme bénéfice, on a une facilité de mise en œuvre. Elle est la moins coûteuse vu qu'on va payer juste les ressources qu'on aura besoin de consommer. Et elle est accessible et flexible. Par contre, pour ce modèle, il y a des coûts cachés comme le support, la maintenance. Il y a parfois des problèmes de latence, de connectivité. En Afrique, on n'a pas assez de cloud providers, donc le sujet de compliance et regulation est toujours d'actualité. Et enfin, il y a une limited flexibility for mainframes, donc pour les solutions spécialisées. Donc, comme exemple, donc on a un client qui opère dans l'industrie. Il utilise actuellement comme ERP SAP et que Azure sur le cloud. Donc, son site de secours a été aussi hébergé sur le cloud Azure dans une deuxième zone, availability zone. Une comparaison des trois modèles selon les critères coûts, RTO, RPO, latence, scalabilité, maintenance, control et internal technical skills. Donc, en termes de coût, le modèle on-premise, il est le plus coûteux. En termes d'RTO, il va dépendre de l'infrastructure réseau pour
répliquer les données selon la fréquence définie. Pareil pour l'RPO. Donc, en termes de latence, donc, ça va dépendre de la connectivité. Scalabilité, donc c'est limité au niveau du on-premise parce qu'il faut acheter du matériel, installer ce matériel, etc. Pour le third party, c'est medium selon le contrat, le contrat qui a été signé. Et pour le cloud, c'est high, donc c'est à la demande. Il suffit de demander les ressources nécessaires et ils seront ajoutés sans impact et à chaud. Pour la maintenance, donc c'est high pour on-premise, medium pour le site third-party data center recovery site, vu que certaines couches seront prises en charge par le provider, et low pour le cloud provider. Pour le contrôle, donc c'est high on-premise, medium third-party et low. On a moins de contrôle sur les ressources sur le cloud. Et en termes de technical skills, donc c'est high, il faut plus de ressources, plus d'équipes pour manager les équipements on-premise. Donc, pour conclure, donc pour chaque client, il a son contexte et pour chaque client, selon les besoins, donc il faut faire une évaluation afin d'avoir la solution la plus adéquate. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs comme le budget, comme les ressources, comme les équipes, etc. Voilà. Any question? For example, what is the typical RTO and RPO the companies request? So if you talk about the enterprise, for example, or telco, you mentioned that RTO, RPO depends on the goal. So what is the typical goal? 1 hour, 5 minutes for RPO and RTO? Can you give some examples? Yes. So for the RTO, for example, for banks or telecommunication, the RTO should be maximum, let's say 30 minutes. But for some non-critical applications in industry, for example, HR solution, we can accept an RTO of 1 or 2 hours. This is the issue. So for some specific activities, we need a limited RTO and RPO. And for some client, if the activity is very critical, we recommend to have an active data center. So if we have a disaster in one data center, we can have the second copy in the second data center. Yeah. What about the failback? So failover is when an accident, the disaster happens. Then the RTO means how long it takes until the customer can work in the destination site, which you said depends on 30 minutes can be enough or less or low, higher depends. And the failback, when then the original production site is up and running again, after whatever issue was fixed, 3 days, 3 months, 3 weeks. How does this happen? Is there a strong requirement that this has to be very fast and automated as well? Or is this not that urgent because you still can continue working in the failover side, obviously, yeah? Yes, it depends. We should repair the failure. We should restore the data from the second data center to have to make the first data center operational. And for some clients, we made some tests, and it should be not more than half a day, maximum half a day. Oui, mais c'est un point que je pense qui devait être mis en exergue, en valeur, parce que vous avez parlé, par exemple, de clients qui sont sur plusieurs pays, qui ont huit data centers sur plusieurs pays. Généralement, ils sont tentés par dire, par exemple, moi, j'ai mon data center principal, il est je dis n'importe quoi. Mon data center principal, il est à Tunis. Mon secondaire, il est à Casa. Oui. D'accord, mon disaster. C'est faisable, c'est pas faisable. En fait, il y a deux exigences techniques. Il faut avoir un temps de réponse moins de 5 millisecondes entre les deux data centers, ce qui implique à peu près 60 km de distance. Et pour ce client, les deux data centers, c'est au niveau du même pays. Donc, c'est une distance à peu près de 45 km entre les deux clients. Mais on peut avoir deux data centers dans deux pays différents, mais ça va impacter leur PO, leur TO qu'on a discuté.
Donc, ça va dépendre de la criticité de l'activité des clients, réellement. Type asynchrone ou asynchrone, généralement, c'est de l'asynchrone. Généralement, c'est de l'asynchrone. Même pour quelques millisecondes, c'est de l'asynchrone. Techniquement, le synchrone, c'est pas faisable à 100%. Just for the protocol, I already made a presentation earlier. Hystix is offering disaster recovery solution. This is where actually we came from before we switched the focus to migration. We were doing disaster recovery as a service ourselves. So we know all about disaster recovery. Our standard product has an RPO of by default 5 minutes for Windows machines, 3 minutes for Linux. And if you choose the option, continuous data replication, you can bring it down to 40 seconds on Windows and 7 seconds on Linux. So very fast RPO, because normally in the RFPs, which we get, the tenders, they request 15 minutes. We have seconds. And also the RTO is very fast because we don't use object storage like, for example, Cloud Endure from AWS. We store in block device storage and volume storage and can boot directly from the volume. So this our RTO is just the booting down of the machines. And we have automated failover, automated failback, and it also works between two data centers. So you can use it for the cloud disaster recovery, but also for disaster recovery between two data centers. One more question. And again, because we had this issue with the pricing, NDA, no one is talking about the prices. So our solution is by far the most cost effective. So we sell via partners, they add sometimes some margin. But if you see that, for example, the lower average, so there are companies like DoubleTake, Coriolis, DoubleTake, Carbonite, they charge 75 per server and month. And the lower average, like Certo, which is a big force in the DR market, they belong to HP, Certo, 25. Azure Site Recovery Manager, which the customer was using, an example, $25. And we have 12, so it's less than half. So if the partner like Virtuoso is, or Sarfosi is adding 50% margin, he would still be lower than the lower average of our competitors. No minimum licenses. So you have to buy 100 licenses, even if you have just 5 machines. So our solution is not just field proven, available at scale. It's really the most cost effective solution in the market. We beat any price, and it doesn't mean that it goes on expense of the quality, because the customers speak for itself. So remember, Hystix, disaster recovery, Sarfosi, Virtuoso, and Ernst & Young, of course. You should work with us, actually, but the problem with Ernst & Young is they are so geographically distributed, and it's hard to find the right person for which the central person to work with. Yeah. Yeah, when you came out from the airport and coming to, on the right side, there is an EY. So you can go there. You have a huge chance to have, you are covering Africa and West Africa. First speaking African countries. I will not do publicity, but we are covering French speaking Africa is our main market, but we take part in projects in the MENA region, so the Middle East, Europe, mainly French speaking countries in Europe, like France, Luxembourg, Switzerland, and so on, and Canada. So Canada is from Tunisia, so 1,000 employees and 300 in consulting. Welcome. Okay, now we know each other at the end of the day. Okay, any other question? Okay, thank you very much. Thank you.